Léonie. Une fois un prospect dans votre giron, vous disposez de plusieurs leviers pour l'amener à générer du revenu. Alors attention à la réception des données, ouvrez grand les oreilles. Le principe préalable à appliquer est le respect de la continuité de l'expérience client. Par exemple, si votre prospect clique sur la publicité d'un produit sur Instagram, eh bien il doit arriver sur la page de ce produit, avec des photos dans la continuité de la publicité. Il doit être dans l'extension de ce qu'il vient de voir, de ce qui l'a attiré, c'est-à-dire que son expérience ne doit pas être perturbée par une sorte de discontinuité d'univers ou d'image sous peine de le perdre. Le premier levier. Organisez votre contenu et vos images de façon à susciter le désir et l'envie et ou répondre à un besoin. Selon la typologie de votre offre, vous pouvez orienter votre site selon deux pôles, soit le coup de cœur, soit répondre à un besoin. Il s'agit de placer le curseur quelque part sur cette ligne en fonction de votre produit et de votre cible. Alors commençons par le pôle désir, le coup de cœur. Ça, c'est tout moi. Exactement. Dans le cas d'un service orienté sur l'envie, une réflexion poussée devra être développée sur les photos. On a coutume de dire que sur Internet, on vend des images. En effet, le client ne pouvant toucher et manipuler le produit, il ne lui reste que les photos et les vidéos sur lesquelles s'appuyer pour évaluer le produit. Comme on dit aux petits enfants, on touche avec les yeux. La mise en image des produits devient alors un levier stratégique. En effet, s'il s'agit d'être explicatif, les images devront être simples, détaillées, avec des zooms sur les fonctionnalités, associées à des explications. Ça me rappelle mes séances de shooting aux Bahamas avec Lenny. Bien sûr. A l'inverse, si l'effet recherché est le coup de cœur, alors il sera intéressant de travailler sur la mise en scène des produits pour susciter une identification à une personne ou à une situation. Prenons un exemple. Si on vend un vêtement de prêt-à-porter féminin pour jeunes femmes actives, eh bien on peut le mettre sur un mannequin neutre, sur fond blanc, et bon, on voit simplement le produit. Cela ne provoque pas grand-chose honnêtement. Ou bien, on peut le mettre en scène, dans un joli appartement parisien, associé à un look complet sur un modèle qui respire le bonheur. Là, l'envie d'être cette personne, l'identification suscitée peut alors rendre très fort le désir de posséder le vêtement mis en scène. Ah, tu m'as donné envie, je veux cette fringue. C'est l'effet recherché. Deuxième exemple. Pour vendre une veste de snowboard, eh bien, on peut la montrer en ghost, mannequin transparent, et on peut la mettre en scène sur un snowboarder super classe, en plein jump, dans un cadre magnifique, et là, l'émotion et l'identification sera là aussi bien plus forte que dans le second cas, n'est-il pas ? Il s'agit en réalité de parler aux émotions du prospect, de lui montrer ce qu'il ou elle pourrait désirer être, créer de l'identification et, en simplifiant, lui faire penser que ce produit fera de lui la personne qu'il voit. C'est la base de la publicité et ces principes peuvent être repris dans les mises en image de ces sites internet qui sont souvent d'ailleurs négligés. Il est dommage de dépenser de l'argent en publicité et que l'expérience du client soit rompue au milieu par un changement de mise en image du produit. Bien sûr, il s'agit de trouver le bon équilibre entre une mise en image désirable et les contraintes logistiques qui s'imposent lorsqu'on a un énorme catalogue par exemple. Mais il peut être pertinent dans les cas de marques réussissant à générer un désir important de sacrifier toutes les photos techniques. Studio avec fond blanc, Ghost pour n'afficher que des photos lifestyle mises en scène, même si on y voit moins bien le produit. De même, les textes descriptifs peuvent largement être sacrifiés ou réduits à la portion congrue. L'effort sera mis à 100% sur les photos. Pour d'autres, il s'agira de trouver l'équilibre entre suffisamment d'images inspirantes et suffisamment d'images techniques si le produit se situe à l'intersection des deux pôles. Parlons maintenant du pôle du besoin, des explications et de la pédagogie. Ça aussi, c'est tout moi en fait. En effet, certains produits ou certaines offres n'ont pas besoin d'une mise en image poussée car leur intérêt réside dans leur fonctionnalité, c'est-à-dire leur utilité. C'est là où réside leur proposition de valeur et c'est donc l'information qu'il va falloir réussir à faire passer via votre site. Il faut alors trouver le bon équilibre entre le fond et la forme. Par exemple,
Un texte très exhaustif et qualitatif, mais long et difficile à lire, ça s'avérera inefficace. Il est probable qu'une bonne vidéo ou une mise en page associant fonctionnalité et mise en image ou des schémas seront les meilleurs véhicules pour faire passer l'information. Dans ce cas, la mise en image se fera au service des fonctionnalités du produit, du détail. Les images sont là pour expliquer et montrer et non plus pour susciter le coup de cœur. Bien sûr, il est possible de traiter les deux pôles parfaitement, mais cela demande énormément de travail et donc un investissement à mettre en perspective avec les projections de vente et de marge. Il est donc plus malin de prendre un temps avant de lancer son site, ses shootings, ses textes et de se demander où placer son curseur sur cette ligne en fonction de ses clients afin de concentrer ses efforts au bon endroit. Quel est le levier numéro 2 ? La réduction des freins à l'achat en rassurant. Acheter sur Internet suscite un certain nombre de craintes sur des inconvénients potentiels. Je peux pas essayer, puis je vais me faire voler mes codes de carte bancaire, etc. La plupart sont liés aux spécificités de la vente en ligne par rapport à la vente en magasin et au fait qu'il s'agit d'un mode d'achat récent auquel les gens sont encore plus ou moins habitués. En d'autres termes, il y a encore un travail de prosélytisme à faire sur l'achat en ligne. Moi, j'achète tous mes consommables sur le site de Brother. C'est tellement pratique. Et il peut y avoir d'autres freins spécifiques à votre offre ou produit qu'il faut également identifier et sur lesquels il peut également être intéressant de travailler. Voici une liste d'exemples. La peur du paiement en ligne. Il va sans dire que vous utilisez des systèmes sécurisés. Précisez-le sur le site et à proximité des zones de paiement. Ensuite, vous pouvez proposer d'autres moyens de paiement que la carte bancaire afin que l'utilisateur n'ait pas à entrer ses coordonnées bancaires sur votre site. La peur d'acheter sans essayer. La réponse est alors de changer le regard du client sur cet acte d'achat. Il n'achète pas sans essayer, il essaye chez lui. Il faut alors lui permettre de vous renvoyer facilement et gratuitement les produits qui ne lui vont pas. Procédure facile, délai court et étiquette préimprimée. Vous pouvez même attendre pour débiter la commande. Il ne paye ainsi réellement que ce qu'il achète. Pourquoi devoir payer des frais supplémentaires alors qu'en magasin, c'est gratuit ? La question de votre client est plus que légitime. Il devient de plus en plus courant d'offrir les frais de port. Cela peut être conditionné à un montant de panier, mais c'est aussi une technique pour le faire grimper. La complexité de la livraison. La fluidité de la livraison est toujours un sujet d'actualité. Ceci étant dit, la base est de proposer des modes de livraison divers. En point relais, à domicile, en main propre, en express, à vélo, afin de laisser le client choisir l'option qui lui sera la plus adaptée. Dans le cas de produits au montant élevé, vous pouvez proposer un paiement en plusieurs fois, afin de répartir le poids de la dépense. Les questions et les doutes de dernière minute peuvent être facilement traités avec un chat ou des FAQ bien rédigés. Le dernier levier, et non des moindres, pour assurer et conforter dans son choix d'acheter est la recommandation par de précédents clients. J'ai nommé les avis clients. Les avis sur moi, c'est rarement en dessous de 8 étoiles sur 5. Au moins. Au moins. Il peut être très utile d'avoir de bons et nombreux avis clients sur vos pages produits ou sur votre service en général pour générer de la réassurance et de la confiance. Et à l'inverse, il s'agit d'éviter les retours négatifs qui viendraient altérer la conversion. Nous aborderons les stratégies de reviews dans la vidéo suivante. Enfin, il va sans dire qu'un site propre, responsive comme on dit, de bonne qualité, est un gage de sérieux. L'expérience doit être parfaite. Le site doit s'afficher rapidement, les étapes être les plus limitées possibles, le parcours d'achat simple et clair sous peine de découragement une fois la décision d'achat prise. Il est de votre devoir de rendre ce dernier le plus accessible possible. Faut que ça cadence à 300 pages minutes. Notre levier numéro 3, le déclenchement de l'achat. Alors certaines personnes peuvent être des acheteurs rapides. Elles vont acheter immédiatement car elles avaient un besoin et vous y répondez parfaitement. Ou alors ce sont peut-être des acheteurs impulsifs. On m'appelle ? D'autres peuvent s'avérer plus hésitants. Afin de maximiser les conversions de prospects en clients, il existe là aussi des techniques pour les inciter à se décider. Vous avez dû les rencontrer et elles ne sont pas forcément agréables pour le prospect. C'est à vous de décider si vous souhaitez ou non vous en servir.
Afficher le stock restant lorsqu'il est bas. Sur le principe, il peut être intéressant pour le prospect de savoir que le produit qu'il est en train de regarder n'est plus disponible qu'en un exemplaire et ne pas se voir afficher une rupture de stock alors qu'il vient de se décider. Après, il est possible d'aller plus loin en affichant le nombre de visiteurs sur cette page ou en train d'acheter le produit pour générer un stress. Le visiteur est alors pris de terreur à l'idée d'être privé de ce produit devenu d'un coup très désirable puisque convoité par d'autres et se décide alors rapidement à l'acte d'achat. Et les offres promotionnelles? Eh bien, c'est vieux comme le monde. La bonne affaire peut s'avérer un argument décisif pour une personne hésitante. Il s'agit donc d'être efficace dans sa communication promotionnelle pour faire basculer les hésitants dans l'achat. Là encore, il s'agit de jouer sur le côté exceptionnel et limité dans le temps de l'offre pour jouer sur la peur de manquer l'opportunité. Certains vont jusqu'à proposer des promotions assorties d'un compteur sur leur site. Ceci étant dit, il convient d'être prudent sur la politique des prix et des promotions. Si le prix barré est un vecteur puissant d'achat, en abuser peut également générer une dégradation de votre image de marque. Certaines marques choisissent de ne jamais utiliser ce levier, de ne jamais faire de solde et d'en faire un argument de marque. Aussi, comme pour tous les autres leviers, convient-il de vous demander s'il s'agit d'un levier pertinent pour votre cible, votre produit et votre image. Le levier numéro 4 repose sur l'augmentation de votre panier. On l'a vu, amener un prospect jusqu'à l'étape de l'achat est fastidieux et onéreux. C'est vrai que je sais même plus pourquoi on est ici. On voulait acheter quoi? Donc, il est stratégique d'amener votre client à augmenter son panier d'achat pour rentabiliser ce parcours. Alors, il existe pour cela plusieurs méthodes. Vous pouvez offrir les frais de port, un produit ou une réduction à partir d'un certain montant d'achat ou d'un certain nombre de produits achetés. Par exemple, 4e t-shirt offert, frais de port gratuits à partir de 200 € d'achat ou moins 10% sur l'ensemble veste-pantalon. Vous pouvez proposer des produits complémentaires sur les pages produits ou à l'étape du panier. Vous vendez du papier peint? Mais proposez le kit de pose au moment de l'achat. Des chaussures? Mais qu'en est-il du cirage? En la matière, votre seule limite est votre imagination et la rentabilité de ces offres, bien sûr. Ces leviers peuvent être actionnés ou non avec des degrés différents d'investissement en fonction de la nature d'acheteur de vos prospects et de vos personas. En effet, certains profils sont très motivés par les prix barrés, c'est-à-dire par le sentiment de faire une bonne affaire. D'autres vont s'efforcer d'être des clients très rationnels et essayer de faire le meilleur choix, le produit le plus performant ou le meilleur rapport qualité-prix et explorer longuement les offres. D'autres encore vont être très sensibles à l'image et à l'effet de mode. D'autres enfin vont être guidés par des principes que du Made in Europe par exemple ou par des peurs comme le paiement en ligne par carte bleue. Votre cible peut être composée de plusieurs de ces profils. À vous de voir où vous souhaitez mettre votre curseur pour maximiser la conversion de vos prospects. Maintenant, comment mesurer la performance de conversion ? C'est-à-dire le pourcentage des personnes qui arrivent sur votre site et qui ensuite achètent. Ce taux de conversion, vous devez ensuite le comparer avec les taux de votre secteur afin de situer la performance de votre site internet. Il peut être intéressant de le regarder par landing page, on en a parlé précédemment. Il s'agit de la page où atterrissent les visiteurs en provenance de publicité. Il est primordial que ces dernières soient efficaces en termes de conversion. Les pages produits sont souvent des pages clés dans les étapes de conversion. Il peut aussi être intéressant de suivre leur performance. Il peut également être intéressant de regarder la performance par device, c'est-à-dire ordinateur versus mobile par exemple. C'est aujourd'hui devenu un poncif, mais la majorité des sessions sur Internet se font via un téléphone. Il est donc primordial de suivre le taux de conversion par device et d'observer en particulier celui du mobile. Personne n'achète sur une imprimante. À chacun son job, Léonie. En guise de bonus, voyons comment rattraper les clients intéressés mais qui n'ont pas acheté, les vilains. Et oui, lorsqu'un prospect est allé jusqu'à votre site, la moitié du chemin ayant été franchi, il n'est pas question de baisser les bras si ce dernier quitte votre site sans acheter. Si ce prospect a eu la bonté de vous laisser quelques informations, il vous faut absolument les exploiter. Alors, quelle est la page produit abandonnée ? Cette question se pose pour les prospects que vous connaissez déjà. Soit
ils ont un compte et une session ouverte sur votre site, soit ils ont déjà acheté sur votre site. Dans les deux cas, vous êtes en mesure d'associer leur visite et leur email que vous avez déjà dans votre base de données. Alors, il vous est possible de détecter une visite sur une page produit, une durée assez longue ou qui comporte des interactions de taille et de couleur, mais non suivies d'un achat, et de relancer l'indécis dans la foulée par un email proposant une formidable promotion sur ce produit, pourquoi pas. Comme c'est vilain! Venons-en au panier abandonné. Alors, ce cas concerne soit les prospects qui vont assez loin dans le parcours d'achat pour avoir renseigné leur email, sans toutefois être allés jusqu'à la finalisation, soit les prospects identifiés avec leur compte dont vous pouvez suivre les sessions. Il s'agit alors de leur rappeler que leur achat est en attente et leur proposer en dernier recours une promotion limitée dans le temps pour les pousser à finaliser. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à vous immiscer dans leur sommeil et au cœur même de leurs rêves, leur rappeler que... Leur panier les attend.